La troisième série de vidéos Daily Cash et la dernière cette fois, puisque c'est tout ce que j'ai ramené, j'ai divisé en 3 séries. La dernière sur cette série-là, et puis peut-être il y en aura d'autres bientôt. Voilà, on y va. J'adore, regardez-moi tout ce que j'ai là. 2, 4, 6, 7 livres. Alors, on va commencer par lui, Georges Perec. W ou le souvenir d'enfance. Imaginaire Gallimard. Nous sommes ici à 224 pages. Vous imaginez pas à quel point je rêve de lire très vite et de tout retenir. Mais et profitez également, juste pas lire pour lire, mais profitez. J'ai tellement envie de tout bouquiner, mais je suis tellement lente. Voilà, c'est assez rempli. Ce livre-là, j'ai payé 99 centimes. Alors, W ou le souvenir d'enfance. Il y a dans ce livre 2 textes simplement alternés. Il pourrait presque sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement enchevêtrés, comme si aucun des deux ne pouvait exister seul. Comme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qui jette l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur fragile intersection. L'un de ces textes appartient tout entier à l'imaginaire. C'est un roman d'aventure, la reconstitution arbitraire mais minutieuse d'un fantasme enfantin évoquant une cité régie par l'idéal olympique. L'autre texte est une autobiographie, le récit fragmentaire d'une vie d'enfant pendant la guerre, un récit pauvre d'exploits et de souvenirs fait de bribes éparses, d'absence, d'oubli, de doutes, d'hypothèses, d'anecdotes maigres. Le récit d'aventure à côté a quelque chose de grandiose, ou peut-être de suspect, car il commence par raconter une histoire et d'un seul coup se lance dans une autre. Dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit autour d'on ne sait quelle attente, se trouve le lieu initial d'où est sorti ce livre. Ces points de suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus de l'enfance est la trame de l'écriture. Oui, on verra. Ensuite, j'ai pris Le dernier mot d'un roi. C'est un roman de Pierre Moustier. C'est un roman aux éditions Alban Michel. Je sais pas, ça m'a attiré. On n'est pas très long ici, on n'est même pas à 300 pages. Assez serré également, parce que les éditions comme ça, Alban Michel, je crois que c'est très large en marge. Donc, cette légende concerne la France. J'ai choisi de l'écrire au présent et de faire parler les personnages comme si la guerre de 100 ans datait d'hier. Alors notre pays sortait de l'ombre, forçait le respect, devenait une nation. Sans heurter la vérité ni m'amuser d'elle, j'ai pris la liberté de rêver, de côtoyer un roi de France, de l'écouter et de le comprendre avec la conscience d'un citoyen du XXIe siècle. C'est le privilège du romancier de compter sur l'imagination pour ajouter une histoire à l'histoire et pour exprimer aujourd'hui ce qui lui tient à cœur. Pierre Moustier. Et on a ici un avis de Michel Tournier. L'ambition de ce livre est considérable. Les derniers jours de Louis XI, misère et splendeur d'un règne. On entend la voix âpre et cassée de ce personnage détestable qui a été l'un des grands bâtisseurs de la France. Ça va me plaire. Ensuite, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est pas tout à fait ce que je pensais avoir dans ce livre, mais je l'ai pris quand même, puisque bon, après avoir lu le résumé, ça m'a quand même attiré. Et je l'ai payé 99 centimes. C'est un livre d'Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, Le conflit, la femme et la mère. Moi, j'ai pensé plutôt que ça serait le conflit entre la femme et... Ah oui, voyez, la femme et la mère, j'ai rien du tout compris, hein. J'ai pensé que c'était plutôt le conflit mère-fille, c'est pas du tout ça. La femme et la mère, donc je pense que ça doit sous-entendre ce que je vais quand même vous lire en résumé. Donc on va parler ici de la femme et de la femme en tant que femme et de la femme en tant que mère. Nous sommes aux éditions Flammarion, il est un peu jaune, je ne sais pas si c'est fait comme ça exprès ou il a jauni. Ça fait bizarre, c'est bizarre comme ça, hein. Je pense qu'il est jaune comme ça à la base. On a ici... quelques chiffres également. Donc on n'est même pas à 300 pages, alors je vais vous lire le descriptif.
30 ans après l'amour en plus, il se livre à une véritable guerre idéologique souterraine dont on ne mesure pas encore pleinement les conséquences pour les femmes. Le retour en force du naturalisme qui remet à l'honneur le concept bien usé d'instinct maternel constitue le pire danger pour leur émancipation et l'égalité de sexe. À force d'entendre répéter qu'une mère doit tout à son enfant, son lait, son temps et son énergie, il est inévitable que de plus en plus de femmes reculent devant l'obstacle. Je peux dire la même chose que l'enfant ne doit absolument rien à sa mère, il n'a pas demandé d'être né. Parce que ça aussi on peut dire dans le sens inverse, personne ne doit rien à personne. Les gens naissent parce qu'on a envie qu'ils naissent. Après c'est une autre histoire comment tu as envie de l'éduquer, comment il sera, et comment sera sa vie euh, après l'âge enfantine, après qu'il devient adulte, c'est uniquement à lui de décider comment mener sa vie et non pas dépendre de ses parents. Voilà, tout simplement, je pense que les enfants aussi ont leur mot à dire dessus. À force d'entendre répéter qu'une mère doit tout, voilà, tac tac tac, certaines trouvent leur plein épanouissement dans la maternité, mais la majorité d'entre elles feront un jour le calcul des plaisirs et des peines. D'un côté, une expérience irremplaçable. L'amour donné et rendu et l'importance de la transmission. De l'autre, les frustrations et le stress quotidien, les inévitables conflits et parfois le sentiment de l'échec. Si plus d'un quart des Allemandes restent sans enfants, cela signifie qu'elles trouvent à se réaliser ailleurs que dans la maternité, telle qu'on la leur impose. Pour l'heure, les Françaises ont échappé à ce dilemme du tout au rien. Tiendront-elles tête aux injonctions des maternalistes soutenues par les plus respectables? Jusqu'à quand seront-elles imposées leurs désirs et leurs volontés contre le discours rampant de la culpabilité? Je trouve que ça doit être un très bon livre, un peu lourd je pense, mais je pense que ça doit être très très bien parce qu'aujourd'hui, si t'as pas d'enfant, t'es rien. Si t'as pas... parce qu'en fait, les gens ils réfléchissent pas. Si t'as pas d'enfant, parfois ça peut être dû à une cause que tu ne peux pas avoir des enfants. C'est pas parce que tu l'as choisi, c'est parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Il y en a qui veulent pas faire un recours à autre chose que d'avoir les enfants soi-même. Ils veulent pas avoir des mères porteuses, ils veulent pas adopter, ils veulent avoir leurs propres enfants. Et s'ils peuvent pas les avoir, c'est pas la peine de lyncher ces personnes-là et surtout ces femmes. Si la femme n'a pas d'enfant, ça veut pas dire qu'elle n'est rien dans cette vie. Elle est quelque chose, comme nous tous. Ça veut pas dire que si vous avez maintenant des enfants, c'est que grâce à ces enfants, vous êtes devenu quelque chose. Si vous étiez rien, bah vous êtes rien encore. Je suis désolée. Ça m'énerve parce que j'ai 40 ans. Ça ne regarde personne pourquoi j'en ai pas encore d'enfants ou que j'en ai pas d'enfants. Ça ne regarde que moi. Et donc... dire aux gens « Ah, t'as pas encore d'enfant? Ah bah t'as pas d'enfant, donc tu comprends pas ce que c'est. » Et toi, tu comprenais ce que c'était la vie avant que t'as tes enfants, ou pas? Ça m'énerve en fait au plus profond de moi, parce qu'aujourd'hui, le monde tourne autour de ceux qui savent, pensent savoir ce que c'est que la vie. La vie, en soi, ce n'est pas de construire ton foyer, d'avoir des enfants. Il y a des gens qui sont solitaires, qui n'aiment pas être en couple et qui veulent être tout seuls. Et ce sont des gens qui ont le droit de vivre et d'exister. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles ont aussi le droit d'exister. Et je trouve c'est inadmissible, d'accord, au travail. On peut comprendre que parfois, il y en a qui ont plus de privilèges que d'autres parce que quand t'as les enfants, qu'ils ont des vacances, que toi aussi, t'es obligé de t'absenter du travail parce que t'es une mère et t'as une obligation quand même de s'occuper de ton enfant au minimum jusqu'à 18 ans, donc t'as des obligations envers ceci, cela, mais ça ne veut pas dire que maintenant t'as tous les privilèges que les autres ne doivent pas en avoir. Je suis désolée, c'est pas comme ça. Et je pense qu'il faut considérer ces femmes aussi qui n'ont pas d'enfants comme des gens normaux, et c'est la vie. Il y en a qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. Il y en a qui en ont envie, d'autres qui n'en ont pas envie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont rien. Ici, j'adore aussi quand on dit j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Bah excuse-moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai pas le temps aussi. Donc ça veut pas dire forcément que si t'as des enfants,
c'est que tu as tous les droits du monde. Non. Non. Chacun ses avis, chacun ses envies. Il faut pas dénigrer les gens qui ne sont pas comme toi. Pas comme moi. Je dis pas que si tu ne fais pas, je sais pas moi, YouTube, si tu ne lis pas les bouquins, c'est que t'es bête. Moi, je lis les bouquins et toi, tu lis pas, c'est que t'es bête. Non! Qui c'est qui dit ça? Moi? Mais je suis qui, moi? Je suis comme vous. Une personne lambda. Donc, personne ne doit vous dicter ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Ça, sachez-le. Tout simplement. Et on n'est pas plus intelligent si on lit les bouquins. Il y a des gens qui n'en lisent pas et qui sont très intelligents à la base. Voilà. Ça fait du bien de le dire. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça boue, ça explose et il y en a marre d'entendre autour de toi, autour partout. Déjà, ça commence un peu à redescendre, qu'avant c'était... Moi, je suis déjà un hors-service si j'étais dans mon pays. 25 ans, 28 ans, j'ai pas d'enfant, je suis une vieille. Un déchet. Voilà. Donc, c'est un peu énervant quand même. Hein. Voilà, je continue. Donc, philosophe spécialiste de la pensée des Lumières, Elisabeth Badinter est l'auteur de L'amour en plus. XY, je sais pas, c'est peut-être des chiffres romains ou c'est XY. De l'identité masculine, l'un et l'autre, fausse route. Écoutez, c'est très sympa. Je pense que ça me donnera très envie de le découvrir. Bon, on n'est pas très loin. De la fin, on est à moitié. J'arrête de faire des coups de gueule, mais bon, il fallait le dire, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Robert Sabatier. J'ai vraiment un gros doute, j'espère que je ne l'ai pas acheté en double, parce qu'il n'est pas dans ma... Il n'est pas dans ma librairie numérique, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu numérique, je parle parce que c'est des livres que je scanne, qui sont chez moi et que je sais ce que j'ai, avant d'acheter autre chose, parce que ça m'arrive d'acheter des doublons, des triples... comme avec les vernis à ongles, ce que je faisais souvent, hein, j'achetais les mêmes. Bon, avec les livres, c'est plus compliqué. Les vernis, tu peux les utiliser. Les livres, si tu en as lu un, tu vas pas en avoir 3 exemplaires même à la maison, ça sert à rien. Et donc, j'espère qu'on n'a pas trouvé un comme ça aux encombrants. Bon, bah, après, si on a trouvé, c'est on a trouvé, mais voilà. En tout cas, celui-ci me donnait envie. Robert Sabatier, Le cordonnier de la rue Triste, aux éditions Albin Michel. C'est un roman en très très bon état et qui fait même pas 230 pages. Elle est tout court. Et donc, celui-ci, je l'ai payé 0 €. Il m'a été offert. Il est vraiment en très bon état. Albin Michel encore, vous voyez, les marges sont très larges, donc c'est assez aéré. Je pense que ça va se lire vite, mais après ça veut rien dire aussi, parce que parfois les livres sont tellement intenses que ce soit les marges larges ou petites, ça veut rien dire, parce que ça peut être tellement intense que tu vas y passer plus de temps qu'avec un livre aussi court, mais qui se lit vite. Parce que tu pourras passer plus de temps avec ce livre de à peu près 300 pages que sur un bouquin de 105 pages qui va se lire à beaucoup plus vite que celui-ci. Voilà. Donc j'ai désiré écrire un roman simple, économe de mots, se référant en priorité aux sentiments et aux personnes. Une rue étroite dans Paris au moment sombre de son histoire. Là, une petite boutique, celle de Marc le cordonnier, et les jeunes beaux, libres. Son plaisir, courir dans la ville. Survient un accident qui bouleverse sa vie entière. Une religieuse en est témoin. Elle l'assiste, le soigne, l'accompagne dans sa convalescence, puis s'éloigne. Reste l'ami de Marc, Polo, le bizarre énergumène moqué de tous, chiffonnier mais surtout donneur de coups de main, toujours prêt à rendre service. Et d'autres, Madame Gustave qui tient un bistrot, Lucien l'imprimeur, Monsieur Marchand au service de la police, Rosa la fille des rues, enfin la petite fille. Elle représente la fragilité, la douceur, la grâce, un peu de la beauté du monde. Je ne raconte pas plus. Au lecteur, à la lectrice de découvrir, peut-être se retrouveront-ils dans ces pages. Après 11 chapitres, le 12e va basculer dans notre temps. Aujourd'hui, qui métamorphose la rue, transforme les êtres. Si vous, qui me lisez, ressentez le bonheur et la mélancolie, l'émotion et l'amour qui m'ont envahi, nous sommes les mêmes. Robert Sabatier. Je pense vraiment qu'on l'a déjà trouvé aux encombrants parce que ça me parlait et je me dis bah ça parle de Paris, je vais m'y retrouver, je vais adorer. Ça va être une lecture doudou et peut-être un peu tristonnette mais je pense adorable.
Et puis enfin, on va terminer par Mon amoureux, Pierre Bellemare. Je pensais que j'avais quasiment tous ces bouquins, mais non, on va en trouver encore. Donc, Pierre Bellemare, Suspense, Marie-Thérèse Cuny, Jean-François Lamia et Jean-Paul Rouland. Édition numéro 1, générique TF1. Le livre, bon, il est jauni, il est pas en super bon état. Il a coûté, je dis encore suspense et suspense. Suspense, elle retient suspense, suspense. Qu'est-ce que j'ai avec ce mot? Je dis tout le temps suspense, alors que non, c'est suspense. 99 centimes. Donc il a 380 pages. Bon, il est jaune, hein, mais enfin, des gros livres comme ça, je pense pas que je vais garder, mais j'ai franchement trop envie de découvrir tout ce qu'il a écrit parce que ça me passionne, c'est son écriture. Quand un mari jaloux vient assassiner la main de sa femme avec un timbre, quand un médecin se retrouve sans l'avoir voulu espion international, quand dans un journal un homme fait paraître des annonces réclamant $1, quand tout l'équipage d'un avion s'endort en vol, c'est le suspense qui commence. Suspense a d'abord été une émission de Pierre Bellemare sur TF1. C'est aujourd'hui rassemblé dans un livre à 57 histoires haletantes, racontées à la Bellemare, rapides, variées, toujours passionnantes. 57 histoires de Paris, de New York, de Londres ou de Helsinki. 57 histoires à couper le souffle. Je vais adorer. Ensuite, encore Bellemare. Donc, et Jean-François Lamia, j'adore ce duo, je vous ai déjà dit, oulala, on va pas le déchirer quand même, les grands crimes de l'histoire, succès du livre. Celui-ci, bon, il est plutôt en bon état, mais c'est vraiment, il est très gros quand même, c'est un brochet, hein. On est à 390 pages, et en fait, je n'aime pas du tout cette police comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça me plaît pas, mais bon. Et celui-ci, je l'ai payé 99 centimes, j'ai mon ticket juste en bas, c'est pour ça que je regarde tout le temps en bas. Donc, de Gilles de Rais à Buffet et Bontemps, de l'affaire Dreyfus au procès Seznec, de Jacques l'Éventreur à l'abominable docteur Petiot, l'histoire est jalonnée de grandes affaires criminelles qui manquèrent leur temps et dont certaines suscitent aujourd'hui encore de nombreuses interrogations. Qui a tué Gaspard Hauser? Qui a poussé Gilles de Rais à commettre le crime de trop qui l'a conduit devant ses juges? Seznec est-il coupable ou innocent d'un crime dont on n'a jamais retrouvé le cadavre? Qu'était la bête du Gévaudan, un homme ou un loup? C'est donc un extraordinaire voyage dans l'histoire criminelle que nous convient Pierre Bellemare et Jean-François Lamia. Ils sont rassemblés ici 30 de plus grandes affaires criminelles de tous les temps, 30 histoires inédites, haletantes comme des récits policiers dont les héros inoubliables sont les plus étonnants criminels que la terre ait portés. Un ouvrage où Pierre Bellemare exprime tout son talent de conteur. Et enfin, le dernier de Pierre Bellemare est Grégory Franck. Bah tiens, c'est un nouveau encore que je connais pas du tout. Donc, sans laisser d'adresse, enquête sur des disparitions et des réapparitions extraordinaires aux éditions Alban Michel. Ça va, plutôt en bon état. Et celui-ci, je l'ai payé, pareil, 99 centimes. Voilà. Il est en bon état. Je regarde juste ces gros livres comme ça. Les brochets, en général, ils se décomposent. Bon, celui-ci, il tient la route. Ça va encore. On est ici à même pas 400 pages. Un homme prétendu mort refait surface, le corps meurtri, pour accuser celle qui l'a trompé. Un détenu voit apparaître dans sa prison celui qui l'a tué. Une femme se fait passer pour morte pour pouvoir épouser sous une autre identité l'homme qu'elle aime. Lorsque ressurgit quelqu'un qui avait disparu sans laisser d'adresse, nos vies basculent, car un revenant apporte parfois l'apaisement, souvent le drame, mais toujours l'inattendu. Avait-il choisi de disparaître? Pourquoi? Qu'a-t-il fait dans son ailleurs? Que revient-il faire sur Terre? Qu'est-il vraiment? Quelqu'un a-t-il profité de son absence? Dans ces récits fascinants, la vie et la mort, le fantastique et le réel, le faux et le vrai se mêlent pour nous dévoiler de terribles secrets. Voilà! C'était tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré mon petit coup de gueule. Mais il fallait le dire parce que, bon, il y a des choses qui se passent et qui ne plaisent pas à tout le monde. Et c'est normal, chacun a droit d'avoir son propre avis. J'ai le mien. Voilà. Donc,
Sur ce, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si vous appréciez ce type de vidéo de book haul. Et non seulement parce que sur ma chaîne, vous avez aussi des audio-lectures, souvent des lectures classiques. Vous avez également apprentissage des langues, mais surtout, je vous apprends le russe. Et les autres, c'est pour vous motiver à apprendre les langues. Et puis moi, vous voyez un petit peu ma progression ou pas, parce que ces derniers temps, j'ai un petit peu laissé à l'abandon mon anglais, suédois et l'italien, mais je vais y revenir sans faute. Et également, on va revenir vers le cahier de 6000 avec les exercices en langue russe pour vous aider à avancer dans votre apprentissage si vous le souhaitez. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!